À l'ère de l'accès illimité au contenu, à l'ère des algorithmes qui orientent notre consommation, de l'ultra-personnalisation et des réalités virtuelles, comment l'expérience live continue-t-elle de se démarquer, d'être unique, d'évoluer, en donnant place à de nouvelles formes de création innovantes? Je crois que nous allons parler de tout cela ce matin, et cette séquence, à mon avis, se promet d'être palpitante, voire expérientielle, je pense. Merci à tous, en tout cas, d'avoir accepté d'être là ce matin avec nous, en direct, en live. Merci beaucoup Malika. Alors pour introduire cet échange, nous avons le plaisir d'accueillir Pascal Kaiser. Bonjour Pascal. Vous êtes président du Théâtre de la Manufacture à Avignon et vous êtes aussi à l'origine de l'incubateur The Bridge de la French Tech Culture. Quelles sont les motivations qui vous ont poussé à créer ces deux entités ? Alors, The Bridge est un accélérateur, pour être précis, et les motivations qui ont amené un collectif de personnes, puisque je n'étais pas tout seul, il y avait plusieurs personnes impliquées, c'était d'essayer, on est à l'époque en 2014, de créer une structure qui puisse accompagner les startups dans le champ, on va dire, des industries créatives au sens large, et d'essayer d'utiliser la dynamique, l'image du Festival d'Avignon pour accélérer, je dirais, ce type d'accompagnement. Voilà. Donc c'est un accélérateur qui a accompagné une quarantaine de startups, qui là est en phase un peu d'évolution, de mutation après 3 années, puisqu'il y avait un premier programme de 3 ans qui avait été déterminé. Et évidemment, en 3 ans, dans l'échelle du temps des startups, c'est énorme, puisqu'il y a beaucoup de choses qui changent au niveau des modèles économiques, notamment comment rendre un accélérateur privé, puisque c'est une SAS, rentable dans la durée, enfin en tout cas qui puisse équilibrer ses comptes dans la durée. Donc il y a au jour d'aujourd'hui une évolution dans le type d'activité, mais c'était cette volonté-là en fait qui a guidé toute une série de personnes. Et bon, le Festival d'Avignon avec Olivier Py, Paul Rondin a vraiment été moteur au moment de la création de cet accélérateur. Alors à côté de l'accélérateur, il y a une association qui s'appelle French Tech Culture, qui elle a une mission beaucoup plus large de travailler sur le territoire du delta du Rhône, qui a la chance d'abriter un grand nombre de festivals durant l'été, pour essayer de développer une activité économique à l'année. Start également, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Alors Vertigo Start, c'est vraiment là un engagement européen, et avec toute une série de personnes avec lesquelles j'ai travaillé, notamment quand j'étais un des directeurs de Mons, capitale européenne de la culture, notamment des personnes qui travaillent à la Commission européenne. Il y a quelques années, on a eu toute une réflexion sur l'innovation, et notamment comment essayer de dynamiser l'innovation en Europe par rapport à d'autres zones géographiques où il y a de l'innovation, essentiellement l'Asie et l'Amérique, et comment les artistes peuvent jouer un rôle dans les processus d'innovation. Sachant qu'aujourd'hui, on va beaucoup en parler, je pense, aujourd'hui, et moi, malheureusement, je vais devoir vous quitter parce que j'ai une journée Start complète avec toute une série de personnalités qui viennent ici à Avignon pour discuter de ces sujets. La réflexion, c'est de se dire, bon, on est dans une société de contenu de plus en plus, de divertissement, où les contenus artistiques sont intéressants, mais dans les processus que je qualifierais d'industriels, c'est-à-dire qui restent industriels, donc ça peut être l'automobile, les équipements, l'espace, les avions, voilà, l'industrie, on va dire, relativement traditionnelle, et évidemment aussi dans l'économie numérique, se pose la question de comment innover. Et les schémas traditionnels où on a des chercheurs qui cherchent, des ingénieurs qui, à partir des recherches, développent des produits, et puis des équipes commerciales, des marketeurs qui les mettent sur le marché, en fait, ils correspondent plus du tout au monde dans lequel on est, et à l'optimisation qu'on peut créer dans des équipes qui travaillent sur des nouveaux produits et des concepts innovants. Et Start, c'est ça, c'est en fait proposer à des artistes d'intégrer les meilleures plateformes d'innovation européennes
qui peuvent être dans tous les champs d'activité. Donc ça peut être dans le numérique, mais ça peut être par exemple dans la biologie, ça peut être dans le développement durable, voilà, dans toutes les disciplines, et proposer à des artistes des résidences qui vont en général de 2 à 3 mois, où les artistes sont payés, mais sont payés pour vraiment amener une valeur ajoutée dans un processus de création. C'est ce qu'on appelle la co-création. Et ce dispositif là a pour objectif d'amener à des équipes d'ingénieurs et chercheurs une vraie valeur ajoutée que les artistes peuvent apporter. Cette valeur ajoutée, elle n'est pas simplement dans le fait de développer de la communication ou un design graphique, elle est de penser aux expériences utilisateurs, à des considérations éthiques, à des considérations de gouvernance au niveau de la gestion du projet. Donc c'est tous ces aspects-là que des équipes artistiques peuvent amener, et la Commission européenne les rémunère pour ça. C'est-à-dire qu'elles sont vraiment rémunérées pour une valeur ajoutée et payées pour apporter cette valeur ajoutée. Voilà, donc c'est un programme qui a été lancé il y a un peu plus d'1 an par la Commission. Il y a eu une première série de résidences avec les premières sorties de résidences, et puis là on vient de lancer le deuxième programme de résidence. Au total, il y a 45 résidences artistiques qui vont être financées en 3 ans. Donc les artistes qui vont à la rencontre des chercheurs et des personnes de l'innovation. Et si on prend le schéma inverse, quel est votre regard sur l'apport des nouvelles technologies à la scène en tant que directeur de théâtre et programmateur? Voilà, quel est votre regard sur ces nouvelles écritures? Qu'est-ce que les nouvelles écritures peuvent apporter à la créativité artistique? Elles peuvent apporter énormément de choses. Après, je pense qu'il y a, si on parle des arts de la scène, il y a quand même une latence entre l'apparition des technologies et leur appropriation par les artistes et les publics. Donc on voit par exemple, si on parle de la réalité virtuelle, en fait ça arrive seulement aujourd'hui dans le milieu du théâtre, hein, si je parle du milieu qui concerne principalement le Festival d'Avignon, et encore ça arrive de manière relativement homéopathique, hein. Je pense qu'il y a aujourd'hui dans le Festival Off plus de 1500 propositions, il y en a une en VR qu'on a la chance d'avoir avec nous, qui parlera tout à l'heure, mais donc ça reste relativement je dirais homéopathique, et les modes aussi de production ne sont pas simples. Si on parle par exemple de la réalité virtuelle, c'est assez compliqué parce qu'il faut des casques, il faut mettre des casques, il faut les étalonner. Ça génère, je dirais, toute une série de contraintes en fait, notamment dans des festivals de flux qui sont pas simples à gérer. Après, si on sort du domaine de la VR et qu'on parle plus largement des nouvelles technologies, c'est clair qu'il y a alors moi je suis ici au Festival d'Avignon depuis 18 ans. On voit vraiment en 18 ans une irruption technologique énorme qui peut toucher la vidéo, des dispositifs interactifs, mais par exemple qui est aussi intéressante pour la traduction. Aujourd'hui, le Festival d'Avignon est un festival qui reste très francophone, que ce soit le festival officiel et surtout le Festival Off. On sait que le marché de la diffusion en France culturelle se réduit pour des raisons budgétaires et autres. Donc il y a vraiment un enjeu d'internationalisation. C'est comment des productions françaises peuvent aller à l'international. Et là, c'est des enjeux réels. Alors il y a eu un très beau projet qu'on a eu à la French Tech Culture de lunettes de traduction en réalité augmentée, qui a eu d'ailleurs un prix du ministère de la Culture. C'était un bel exemple, mais c'est un dispositif qui est relativement coûteux, donc qui est plutôt destiné à des grosses productions. Aujourd'hui, la technologie permet aussi d'avoir des traductions très rapides et des dispositifs de projection assez simples. Ça, c'est un enjeu assez simple au niveau de la technologie, qui n'est pas hyper sophistiqué, mais qui est un réel enjeu, je pense, sur une plateforme comme le Festival Off d'Avignon, et sur lequel il y a encore beaucoup à faire. Merci beaucoup Pascal pour ce propos introductif. Merci à vous, et puis bonne journée de discussion, puisque les thèmes ont l'air extrêmement passionnants et intéressants. Merci, bonne journée. Donc nous allons poursuivre cet échange en 2 grandes parties. La première sera dédiée à la scène comme laboratoire pour ces nouvelles technologies, et la deuxième partie abordera plutôt les nouvelles formes d'engagement avec les publics.
Donc pour cette première partie, j'ai le plaisir d'accueillir Clotaire Buche, producteur de spectacles chez Junzi Arts, Sophie Léron, directrice de projet chez Fisheye, et Yvan Boudier, fondateur de l'agence The Link. Donc je vais commencer avec Clotaire. Bonjour Clotaire. Bonjour. Clotaire, vous produisez des artistes à l'international comme Woodkid, aux univers visuels très, très forts. Comment abordez-vous l'intégration des nouvelles technologies à la mise en scène ? Avec beaucoup d'humilité, parce que c'est pas, je suis passionné de musique à la base, mais les nouvelles technologies, c'est pas ma passion. Je suis pas un expert en informatique ou en vidéo, mais avec beaucoup d'humilité, beaucoup de curiosité. Ça fait 15 ans que c'est la grosse tendance, que les aspects visuels se développent de plus en plus pour les artistes qui se produisent sur scène. C'est une manière de se différencier et d'événementialiser, de rendre l'expérience du public encore plus forte. Et ça fait maintenant 10-15 ans que j'ai l'impression que ça se développe vraiment beaucoup. On se rend compte que c'est à chaque fois un investissement en termes financiers notamment très lourd, mais que les spectacles les plus forts visuellement, les gens s'en souviennent pendant très longtemps et que ça participe au succès des artistes. On a cité Woodkid là, qui a utilisé depuis 7-8 ans de la vidéo de manière avec des contenus très originaux sur scène et puis des lumières très fortes, et ça a été repris par pas mal d'artistes depuis. Mais je réfléchissais ce matin et je pense à Daft Punk qui lors de cette dernière tournée mondiale qui s'appelle Live, qui a dû se terminer en 2007, ils avaient un dispositif scénique je crois dont tout le monde se souvient encore aujourd'hui, puisqu'il s'agissait d'une pyramide assez dingue, et ça va faire 11 ans et voilà, c'est resté tellement c'était fort. Donc on s'intéresse à ce que ça coûte, mais on garde aussi en tête que voilà, ça va être hyper important, et que plus les années vont passer, plus les gens vont se souvenir des expériences vraiment fortes, et donc c'est une façon de se distinguer. Voilà. Et alors justement, comment les artistes abordent ce rapport aux technologies et à cette mise en scène, ces nouveaux modèles ? Alors, est-ce que c'est compliqué pour eux ? C'est pas simple. J'ai l'impression que les artistes émergents s'intéressent tout d'abord au son, et plus les artistes sont expérimentés, plus ils s'intéressent à ce qu'on peut présenter visuellement. Woodkid, c'est un peu particulier parce qu'il était à la base réalisateur de vidéoclips, donc l'image a été dès le départ quelque chose d'hyper important pour lui. On aborde les choses avec curiosité. On travaille sur des tournées de plus en plus en amont, c'est-à-dire qu'on veut aujourd'hui, on travaille sur le retour de Woodkid sur scène, on demande à chaque organisateur qui souhaite nous accueillir la capacité de charge maximum sur scène en termes de poids, c'est-à-dire qu'on a besoin de savoir si on peut mettre des choses, si on peut mettre 800 kilos par mètre carré sur scène. C'est des questions qui sont toutes nouvelles pour nous. On fait des simulations 3D des salles pour s'assurer que le public, où qu'il soit dans la salle, puisse avoir un angle de vue qui lui permette de profiter pleinement des effets visuels que nous sommes en train de développer pour une tournée qui va avoir lieu dans 1 an et demi. Donc ça, c'est des choses, on aborde les choses de façon très très différente. C'est-à-dire que c'est plus seulement avoir la disponibilité de la salle et puis avoir le nombre de sièges et faire un budget, mais c'est de se rendre compte de mesurer en amont, le plus en amont possible, tous les tenants et aboutissants. Quelle est la hauteur sous plafond, qu'est-ce qu'on peut accrocher, quel est le poids maximum du matériel qu'on peut accrocher en hauteur. Voilà, on aborde les choses de manière très différente. Les artistes avec lesquels je travaille s'intéressent à plein de choses. Aujourd'hui, il se passe plein de choses dans la mode. Ils ont une économie qui est beaucoup plus importante que la nôtre, c'est-à-dire que pour un défilé de mode, il peut y avoir des budgets d'1 million d'euros. Donc ils peuvent à chaque fois tester des choses pour un rendu où il y a moins d'interaction possible. Donc les artistes avec lesquels on travaille s'inspirent, ils vont dans des musées, ils regardent ce qui se passe partout dans le monde. Un projet qui connaît du succès aujourd'hui avec le streaming et tout ça, on peut assez vite se retrouver à tourner non plus seulement en France, mais partout dans le monde. Donc il faut être à la hauteur, même plus idéalement présenter quelque chose d'encore plus intéressant que ce qui se fait ailleurs. Donc il y a une curiosité, il y a un savoir-faire qui est très éclaté au niveau de création et de la mise en scène visuellement. Il y a quelques noms qui émergent. On a travaillé avec
un Canadien un Québécois qui s'appelle Willow Perron, qui travaille aussi bien avec Woodkid, mais qui a travaillé avec Beyoncé, Jay-Z, Saint-Vincent, avec les plus grands artistes. Et aujourd'hui, on utilise pas mal Instagram pour s'inspirer, aller voir ce qui se fait ailleurs, quelquefois avoir des idées, se rendre compte que des choses sont possibles, parce que comme on démarre, on procède par tâtonnement, c'est-à-dire que quelquefois on a des idées, on se rend compte que c'est vraiment pas possible, en tout cas pas actuellement avec les moyens dont on dispose. Et puis quelquefois on se dit qu'il y a des choses qui sont possibles, et puis j'ai l'impression qu'on repousse les frontières. Et moi, en tant que producteur de spectacle, j'essaye d'accompagner les artistes, de leur donner les moyens, de me projeter dans le temps, parce que je sais que les efforts qui sont faits vont payer sur le moyen terme et le long terme. Et voilà, et tout ça avec beaucoup encore une fois, d'humilité. Merci Clotaire. Sophie Léron, vous êtes donc directrice de projet chez Fisheye. Vous avez créé l'Agrandisseur. Vous accompagnez des acteurs innovants autour de l'image et des industries culturelles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les acteurs, comment vous accompagnez ces acteurs et quels sont vos critères ? Oui, alors on a effectivement fait le choix au sein du groupe Fisheye de créer une structure d'accompagnement pour des projets qui sont à la fois innovants, à la fois à fort potentiel de développement, c'est-à-dire des startups, et à la fois centrés sur une thématique donnée qui est l'image et la culture en général. Le choix que nous avons fait, il est issu de nos parcours, mais il vient aussi d'une conviction forte qu'il reste beaucoup à faire sur nos secteurs en la matière. C'est des secteurs qui aujourd'hui ne sont pas les plus attractifs pour les investisseurs qui cherchent à investir dans l'écosystème des startups. On vient de le voir, de disciplines qui participent d'une économie qui est très spécifique et qui suppose une connaissance un peu particulière pour pouvoir s'y atteler. On l'a vu dans les exemples, et c'est ce que vous venez de dire, c'est des projets qui cumulent à la fois le risque de toutes les petites entreprises, mais aussi qui ont un caractère très prototypique qui correspond à tous les projets artistiques et culturels en général. Et pourtant, c'est ce qu'on est en train de se dire ce matin, la culture est un secteur qui innove, qui continue de croître. La culture bénéficie aujourd'hui de canaux de diffusion à explorer qui sont de plus en plus importants. Et de fait, elle s'exporte plus facilement. Donc, c'est la raison pour laquelle on a pensé que le numérique aujourd'hui offrait de grandes potentialités pour ces secteurs. Et un des objectifs de l'agrandisseur Fisheye, c'est d'essayer de susciter en fait des vocations, de donner envie de venir investir dans ces secteurs, de venir créer des projets. On vient d'ailleurs de créer un prix qui s'appelle le prix Fisheye Incuba School, en partenariat avec la CCI de Paris et qui s'adresse vraiment seulement aux jeunes étudiants des écoles d'Île-de-France. Et c'est par exemple Mila qui vient de gagner le premier prix. Et alors Mila, c'est une start-up qui est intéressante puisqu'elle part de la musique, elle crée des modules musicaux, mais qui sont destinés à l'apprentissage pour des enfants ayant des difficultés d'apprentissage. Et donc l'idée à ce moment-là, c'est d'avoir de la créativité certes, mais au service d'un usage social. Et notre rôle aujourd'hui, au sein de l'agrandisseur, en tout cas tel qu'on le définit, mais c'est comme vous, on apprend en marchant, on n'a pas toutes les réponses à ce stade, c'est d'identifier les bonnes équipes, de soutenir des projets innovants. Et quand je dis innovant, ça peut être de la technologie, mais ça peut être de la créativité, ça peut aussi être de l'usage, pour faire dériver des financements privés vers la culture aujourd'hui. Quelle est la part de projets dédiés justement à la créativité et à la culture dans les projets que vous accompagnez ? Alors, pour l'instant, on a 2 projets qu'on accompagne, mais on est en train d'en sélectionner des nouveaux. Par exemple, dans ce qui peut être relatif au spectacle vivant ou à l'événement, on a une start-up qui s'appelle Comito et qui vise à l'engagement des gens en fait sur les réseaux sociaux, donc qui permet à des gens qui participent à un événement de se prendre en photo ou de prendre en photo le spectacle auquel ils assistent et de bénéficier de leurs photos avec qui peut être customisé de diverses manières et qui laisse aux gens une trace de cet événement auquel ils ont participé. Et l'intérêt, si vous voulez, c'est que les gens postent directement sur leur propre Instagram ou leur propre réseau social et ils sont géolocalisés et la photographie sort directement dans l'événement en tant que tel. On a
des startups. Je pense par exemple à Uma, qui est une startup qui crée un musée virtuel et qui crée des expositions virtuelles dans ce musée virtuel. Et c'est des expositions qui n'utilisent pas le numérique juste pour utiliser le numérique, mais qui sont des expositions qui, sans le numérique, n'auraient pas pu avoir lieu. Je vous donne un exemple. Ils ont fait une exposition sur le street art. Et en fait, ils ont recréé une ville virtuelle dans laquelle vous pouvez vous balader et voir sur tous les murs les plus grandes œuvres de street art du monde que, évidemment, vous ne pourriez pas voir autrement et qui vous permet là d'avoir un accès direct à la créativité. Merci Sophie. Je vous en prie. Je me tourne vers Yvan maintenant. Yvan, donc vous avez créé l'agence The Link. Quelles sont les tendances aujourd'hui de l'innovation sur la scène, les expressions scéniques ? Alors, il est bon parfois de revenir aux fondamentaux, parce que c'est vrai que si on s'attache à la technologie en tant que telle, les grandes tendances de fond parlent d'intelligence artificielle, de blockchain, de beaucoup de choses, de réalité virtuelle. Il est bon de se repencher aussi sur le contexte et aussi de se dire que l'innovation, elle n'est pas neuve, c'est quelque chose d'assez organique et très présent dans les arts. L'art est fondamentalement déjà un laboratoire en tant que tel, et notamment la scène. Ce dont on se parlait, et j'étais à un des concerts de Daft Punk je pense, un des meilleurs concerts de ma vie, je m'en souviendrai de toute ma vie. Ça s'appelle les effets spéciaux, et historiquement, aujourd'hui on appelle ça la technologie, mais la technologie a été quand même déjà présente depuis très longtemps dans le spectacle ou dans le cinéma, et la France, je pense, est un des acteurs pionniers sur ces sujets d'effets spéciaux. Alors les grandes tendances, je pense que le sujet numéro 1, c'est l'expérience, donc sur ces différentes facettes, que ce soit une expérience de diffusion, donc de la scène vers le public. Et là, on peut parler d'innovation de rupture sur l'utilisation de la lumière, l'utilisation, par exemple, aussi des mappings vidéo. Tu en parlais aussi, Clotaire. En France, on a aussi des entreprises qui sont assez en pointe sur ces sujets-là. Et un troisième sujet, dont on se parlera aussi ensuite dans la deuxième session, c'est sur l'engagement et l'interactivité avec le public, où on a de plus en plus de technologies qui essaient d'explorer, mais ça reste encore très exploratoire et très incertain. C'est comment on écrit et comment on rend possible ces interactions avec le public sans trahir forcément le propos scénique, parce que a priori aussi le public vient pour vivre quelque chose d'unique et pas forcément retranscrire ce qu'ils vivent tous les jours dans leur chambre dans un mode plus interactif. Et après, j'ai envie de citer 2-3 exemples aussi sur le son. Donc là, pour revenir sur l'expérience scénique en tant que telle, il y a des expérimentations qui sont faites autour du son 3D. Alors après, c'est pas forcément, quand on revient à des choses beaucoup plus pragmatiques, c'est pas forcément facile à mettre en œuvre, surtout quand on développe des tournées. Tu parlais de kilos par mètre carré. Faut aussi comprendre que la technologie, elle se confronte à des contraintes du réel. C'est pas la même chose de créer une expérience scénique que de créer une plateforme en ligne, où en ligne on peut tester en alpha, en bêta, et se tromper et se relever. Sur scène, si c'est un échec, c'est un peu plus compliqué. Mais il se passe des choses assez dingues sur ces niveaux-là. Il y a une société barcelonaise qui s'appelle Intorno Labs, qui développe une expérience avec jusqu'à 60 enceintes qui sont disséminées dans un espace qui pourrait être celui-ci, jusqu'à une aréna énorme qui permet de spatialiser le son et de le synchroniser avec la lumière. Et ça crée des expériences absolument nouvelles où on est immergé totalement dans la création sonore, visuelle. Et peut-être demain, on ira chercher d'autres expériences sur d'autres sens. Le toucher, pourquoi pas. L'odorat, pourquoi pas. Il y a un autre sujet aussi autour de la lumière, des choses assez simples. On est aujourd'hui sur un jour un peu spécial de football. C'est aussi intéressant de regarder la musique comme potentiellement un laboratoire pour d'autres expériences de spectacle ou d'entertainment, que sont le sport, mais aussi dans l'autre sens, s'inspirer de choses qui sont faites dans le sport. Là, il y a une start-up française qui s'appelle IPA, qui est incubée dans un incubateur sportif qui est à Paris. IPA crée des modules d'interaction avec la lumière en faisant appel au téléphone du public. Et ça crée des expériences assez dingues au moment des matchs. Ça peut être des sources d'inspiration pour les artistes. Et il y a aussi une société suédoise qui s'appelle Stagecast qui fait la même chose, qui permet de déclencher à distance, depuis la console, l'ensemble des téléphones du public et de faire jouer avec les couleurs. Donc il y a c'est une palette, c'est aussi un terrain de jeu, la scène. Et c'est aujourd'hui l'enjeu, je pense, n'est pas forcément la technologie en tant que telle, mais comment on l'appréhende et comment on se l'approprie. C'est les artistes qui doivent se l'approprier, accompagnés par des acteurs comme Clotaire ou comme Ubisoft ensuite, qui va aussi vers ces temps-là.
c'est vraiment l'écriture le sujet, c'est pas la technologie en tant que telle, c'est l'expérience. Et alors justement, comment s'articule cette relation? Vous accompagnez des créateurs, des startups, des producteurs de spectacles. Comment s'articule cette relation dans la mise en place de ces nouvelles technologies? C'est un apprentissage de tous les jours. Il y a eu, dans le monde de la musique, on revient pas de loin. Je pense que maintenant la musique est pionnière sur ces sujets d'innovation. Mais on revient quand même d'une relation un peu de je t'aime moi non plus, historiquement, de défiance peut-être d'un côté vers l'autre. C'est-à-dire que les startups n'étaient pas forcément à l'aise avec le monde de la musique, et le monde de la musique n'était pas forcément à l'aise avec le monde des technologies. Aussi parce que on est sur quelque chose d'assez organique et d'assez unique. Une expérience scénique, c'est quand même quelque chose où on branche un ampli, on monte sur scène, on donne tout, et on pense peut-être que la technologie pourrait devenir une sorte de biais ou de distanciation avec le public. Donc il y a quand même, je pense, un gros sujet qui va au-delà des modèles économiques, qui va au-delà de la technologie en elle-même. C'est des notions qui sont un peu vagues, mais je peux vous le dire, moi je le vis tous les jours, c'est une question d'éducation et de dialogue. Moi, ce que je crée avec mon agence, c'est surtout du dialogue entre les différents acteurs et un terrain d'expérimentation. Laisser cette place à l'expérimentation, se permettre d'essayer, se permettre de se tromper et tester. Il n'y a pas d'autre moyen. Sinon, on reste sur des partis pris. Et je pense que c'est un des sujets principaux des années à venir, c'est comment la scène va pouvoir accueillir plus d'initiatives liées avec des startups en mode expérimental. Et ça peut être aussi dans le cadre du Festival d'Avignon. Aujourd'hui, Pascal nous disait que l'innovation arrivait de manière homéopathique au sein du festival avec une seule œuvre. Pourquoi pas définir des scènes qui soient dédiées à ces formats et se dire allons-y, lâchons-nous, essayons, tentons. Et je pense du coup ça va désinhiber les artistes aussi pour se l'approprier. Et ça va aussi, j'espère, motiver les startups pour considérer la culture, le secteur créatif et notamment la musique comme un terrain de jeu qui puisse aussi être une rampe de lancement pour eux, pour d'autres secteurs, parce que la musique est quand même un secteur assez petit, il faut l'avouer, sur des sujets d'innovation qui nécessitent parfois des investissements assez lourds. La musique n'est pas toujours un terrain de jeu suffisant pour des investisseurs pour venir, mais c'est en général un magnifique démonstrateur d'un usage qui ensuite peut conquérir le monde. Et l'autre aspect, au-delà de l'éducation et du dialogue et de l'expérimentation, c'est des questions de droit, mais ça on ne va pas en parler ici, c'est pas le sujet de ce matin. Mais encore une fois, c'est essayons quoi, et dialoguons. Et je pense qu'il y a de plus en plus d'acteurs. Laurence, qui pourra nous donner son point de vue tout à l'heure, a aussi toujours. Enfin, c'est des sujets d'open innovation, c'est des sujets de co-création. Et je pense que ça s'appelle juste des sujets d'ouverture et de créativité. Il faut se donner la chance d'essayer et pas avoir peur de tout ça. Merci Yvan. Est-ce qu'avant de passer au sujet suivant, vous avez des réactions ou des questions? Pas particulièrement. Alors je propose qu'on passe au deuxième sujet, donc les nouvelles formes d'engagement, les interactions permises par ces nouveaux dispositifs sur scène. Donc pour parler de ce sujet-là, j'ai le plaisir donc d'accueillir Laurent Bazin, créateur des Falaises de V, présenté ici au Festival d'Avignon. Bonjour. Bonjour. Benoît Baume, vous êtes président de Bicontents et du VR Arles Festival, pardon. Et Inde Daoui, vous êtes productrice de spectacle chez Ubisoft. Bonjour. Alors, Laurent, est-ce que donc vous présentez un spectacle à la Manufacture pendant le festival? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur donc la genèse du projet et la place donnée à l'interaction dans ce spectacle? Le spectacle est parti d'abord de la rencontre un peu sidérante, éprouvante avec la réalité virtuelle. C'est-à-dire que depuis des années, mon cœur de métier historique, c'est metteur en scène de théâtre, et je cherche quelque chose du contact, de la sensation, presque de la transgression entre le rapport scène-salle, c'est-à-dire d'être au plus près du spectateur avec les limites qu'on a au théâtre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas industrialiser la présence. C'est quelque chose qui est impossible à faire. Et on a à la fois un rêve, j'allais dire, invasif, c'est-à-dire
capturer, pardon pour le mot terrifiant, mais c'est vrai, il y a des metteurs en scène qui travaillent la distanciation, l'exercice de l'intelligence, d'autres qui cherchent la sidération, voire l'emprise. Moi, quand j'ai essayé la réalité virtuelle, je me suis dit, c'est incroyable, c'est ce que certains d'entre nous cherchent si intensément, c'est-à-dire de nous faire entrer dans un monde. Et en même temps, j'en voyais toute la vulgarité potentielle, tout ce qu'il pouvait y avoir de caricaturalement, j'allais dire, totalitaire, en disant, bah voilà, on va vous prendre du temps de cerveau disponible, on va vous couper du monde, la matrice, tous ces grands fantasmes de science-fiction qui s'actualisaient. C'était la première fois depuis que je suis petit, j'entends parler des menaces du virtuel. On a tous vu, peut-être, je sais pas, le Cobaye, Tron, etc. Tous ces films où on se dit, oh, mon Dieu, on est menacé, un jour le virtuel va être plus fort. Et chaque fois, au fond, on était déçus que cette menace soit si faible. C'est-à-dire qu'on finalement, on joue à Pac-Man ou à des jeux un peu comme ça. On se dit, bon, bah, effectivement, la vie alternative, c'est un peu limité. Et pour la première fois, quand j'ai enfilé un casque de réalité virtuelle, je me suis dit, ça y est, la réalité technique est à la hauteur de la crainte que nous avons entretenue, animée pendant des années. Donc la question était de se dire, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Soit on le diabolise et on le met de côté en disant, oulala, c'est mal, soit on essaie d'en faire un outil de sens, un outil de nuance, un outil qui allait enrichir notre humanité et pas simplement nous la confisquer. À partir de là, on s'est dit, tiens, il faut fabriquer une fable qui mette en scène même la question du médium, c'est-à-dire qui interroge ses conditions d'existence. Donc là, je raconte de quoi il s'agit. Il s'agit donc d'une expérience qui s'appelle les falaises de V. Et dans les falaises de V, vous êtes un détenu dans une société future à qui on propose, il y a un amendement gouvernemental qui propose aux prisonniers pour des longues peines d'échanger contre des années de liberté, des organes. Il n'y a plus de nom d'organes et on se dit pourquoi pas les prisonniers. Donc le spectateur va être allongé et va avoir la visite, va vivre les 24 heures qui précèdent le choix définitif qu'il va faire ou pas de donner ses yeux, en l'occurrence. Je ne devrais pas le dire, mais voilà, on le comprend assez vite. Et pourquoi je dis donner ses yeux ? Parce qu'au fond, ça n'est métaphoriquement que la même chose que ce que nous sommes en train de faire avec la réalité virtuelle, avec même le guidage, j'allais dire, électronique, où aujourd'hui on a plus confiance à une machine par rapport au contact visuel. Donc l'idée, c'était de se dire, on va pas juste l'utiliser comme outil spectaculaire et sensationnaliste, mais on va essayer de travailler dans la nuance du médium. Et c'est comme ça qu'est née cette fable, avec un désir aussi, c'était d'utiliser les points forts du théâtre. C'est-à-dire, il y a une chose très désagréable dans l'utilisation de la VR aujourd'hui, souvent, qui est, enfin moi je l'ai vu dans des cadres de festivals où tout le monde vient voir des attractions foraines, on fait la queue, et puis on se met sur des fauteuils qui tournent, et enfin il y a quelque chose qui m'agace terriblement, comme si au fond le combat de la VR était déjà perdu en amont, puisque c'est quelque chose qui est totalement déritualisé. Or le théâtre, ce qu'il nous apprend, c'est de dire, il va y avoir un moment, ça va commencer. On sent que le cœur s'accélère, on a peur pour quelque chose, même si, que ce soit une comédie musicale, quel que soit ce qu'on va voir, on se dit tiens, ça commence, et il y a un moment où on peut dire ça s'arrête. Et si on arrive à créer ce moment qui commence et ce moment qui s'arrête, ce qu'on met à l'intérieur n'en sera que plus fort. Et c'est ça qu'on a fait, et c'est ça que vous viendrez peut-être voir au festival, c'est-à-dire ça n'est pas qu'un film, c'est un film avec tout un contexte qui vient, comment dire, renforcer, préparer à ce qu'il, comment dire, à ce qu'il atteigne sa cible, paf, entre les deux yeux, et ce qui n'arriverait pas si le film était projeté dans entre guillemets, dans un cadre trivial de festival, je crois, de réalité virtuelle. Et alors, est-ce que c'est une création festival ? Et est-ce que, depuis que le festival a commencé, quelles sont les premières réactions du public ? Non, c'est pour ça que je suis un peu ému, c'est que ça commence tout à l'heure. Ah, ça commence voilà. Donc non, ça n'est pas une création, ça n'est pas créé pour le festival. Alors, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, il y a une chose qui est géniale aussi avec la VR, c'est que quand même, il y a plein de contraintes qu'on a, il y a plein de contraintes qu'on n'a pas.
Nous, on est totalement autonome. C'est ce qui nous a permis de faire voyager ce théâtre, comment dire, cette manifestation dans des lieux complètement improbables. On peut faire ça dans un garage, dans un hangar désaffecté, dans un hôpital, dans une maison de retraite. Et c'est ça qui est magnifique aussi. C'est là où des fantasmes de théâtre peuvent se réaliser. Quand vous êtes au théâtre, vous dites « Ah, je ferais bien dans cette bibliothèque une performance, ce serait génial. » Et puis vous vous dites « Ah ben non, parce que j'ai besoin de lumière. Alors ça va être compliqué, on n'a pas de point d'accroche. » Donc, on est finalement, par rapport à nos rêves de scénographie, d'utiliser un pan de mur, on ne peut jamais le faire, parce qu'on est limité finalement à l'usage des grilles de théâtre, pardon, où on a besoin d'accrocher des projecteurs, etc. Et là, avec cette forme-là, on peut tourner n'importe où. Donc, on s'offre la scénographie des lieux qui nous accueillent, on la magnifie d'une certaine façon. Et ça c'est quelque chose de... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est une des retombées de la chose, c'est qu'on peut singulariser à chaque fois l'expérience. Il y a eu je sais plus, peut-être on est à 35 dates pour l'instant. Il n'y a pas eu un dispositif expérientiel qui a été le même. Et alors la réaction du public? C'est très variable. Alors c'est très variable. Il y a des gens qui ont peur, pardon. Il y a des gens qui pleurent. Il y a des gens qui vivent le moment comme un moment de poésie. Je précise simplement que le sujet est suffisamment noir pour que l'expérience en elle-même ne passe pas par la violence visuelle. Mais la violence mentale, elle est réelle. En revanche, le pacte, parce que tout se fait avec une forme de naturalisme où on a l'impression qu'on est dans un rêve. On se dit, ah bon, d'accord, donc ça se passe comme ça, et d'un coup, ça devient glaçant, on consent à l'horreur, on ne la montre pas, mais on y consent, donc ça peut être vécu de façon très violente. Mais en général, non, les retours sont très forts. En fait, essayer de dire une chose intéressante sur la question des retours spectateurs. Ce qui est génial, c'est qu'au théâtre, on connaît à peu près l'horizon d'attente des spectateurs, comme au cinéma, ce qui nous permet assez vite de dire c'est interdit aux moins de 14 ans, aux moins de 16 ans, etc. La réalité virtuelle n'a pas encore créé cet horizon d'attente, ces normes. Donc les gens ne savent pas se situer. Nous-mêmes, comment pourrions-nous les situer? Il y a des gens qui disent « Oh les gars, vous auriez dû y aller un peu plus, hein ?» Et puis d'autres qui disent « Oh là, pas plus loin s'il vous plaît ». Et nous, on n'arrive pas à... Enfin, c'est pas qu'on n'arrive pas, c'est qu'on découvre au fil des représentations. Donc c'est pour ça qu'on interdit le spectacle aux moins de 14 ans, parce qu'on se dit quand même que le sujet est suffisamment violent pour... Mais... certains amateurs de films d'horreur seront vraisemblablement déçus parce que c'est l'expérience d'hémoglobine qu'ils attendent ne se produira pas. Merci beaucoup Laurent. Vous souhaite tout le meilleur pour ce festival qui commence. Benoît, bonjour. Bonjour. Vous revenez donc du VR Arles Festival qui a lieu en ce moment, qui vient de se terminer. Non, qui vient de commencer. Qui vient de commencer, pardon. Et qui se déroule jusqu'au 26 août à Arles, au couvent et Saint-Césaire. Voilà. Et qui est donc le cadre d'un festival, mais qui me semble pas être un cadre trivial pour autant. Mais je vous engage à venir nous voir jusqu'au 26 août dans le cadre des rencontres d'Arles. Avec plaisir. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de ce festival et nous dire un petit peu, là, cette année, quelles sont les expériences remarquables, en particulier sur le lien avec le spectacle vivant? On a beaucoup de choses et cette année. Donc, le festival, on l'a créé il y a 3 ans, sur ce constat qui était de dire que, justement, la réalité virtuelle était surtout aux mains des techniciens. Au début, en tout cas, je parle d'il y a 4-5 ans, c'est-à-dire des gens qui savaient faire, parce qu'il y a un savoir-faire particulier, il y avait des technologies qui étaient assez complexes à mettre en œuvre. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus simples, mais ce qui nous intéressait, c'était d'avoir le regard et des auteurs, des artistes, des documentaristes sur l'utilisation du médium et la manière dont ils allaient explorer le médium, le détourner et arriver à proposer des nouvelles formes artistiques et visuelles à travers la VR. Ce qui nous a amené à voyager un peu partout à travers le monde, à être en relation avec des artistes, des producteurs de contenu à travers le monde entier. Pour cette année, on a vu à peu près 120 expériences dans le cadre de la préparation du festival. On en a retenu 17 dans le cadre du festival, plus 4 films dédiés au jeune public. Et là, on commence à pouvoir faire la distinction justement sur ce qui peut être adapté au jeune public, ce qui est finalement assez proche du film et conventionnel. On arrive quand même à mettre les normes. Et puis, nous avons aussi coproduit une œuvre spécifiquement pour le festival avec le Palais de Tokyo,
d'un jeune artiste qui s'appelle Julien Creuset, qui est un dispositif à la fois physique et en réalité virtuel avec un son extérieur. Voilà, c'est très expérimental. Voilà, qui est une œuvre qui est très bien reçue, qui est présentée à la Galerie Arena, qui appartient à l'École nationale supérieure de la photographie, en plein cœur d'Arles. Et puis on a voilà, et on est arrivé avec des dispositifs scéniques aussi assez innovants. Et cette année, d'ailleurs, le film qui a remporté le Grand Prix et du jury et une expérience s'appelle Tree Hugger, qui est une expérience anglaise où en gros vous avez un énorme tronc de séquoia avec et des trous à l'intérieur, et vous faites l'expérience du trajet de l'eau des racines jusqu'à la canopée en pouvant être soit à l'extérieur de l'arbre, soit à l'intérieur de l'arbre. Et vous pouvez mettre votre tête à l'intérieur de l'arbre, et vous avez aussi un gilet haptique sur vous qui fait que vous ressentez des vibrations. Quand par exemple il se met à pleuvoir, vous ressentez l'effet de la pluie sur votre corps, et les choses vont assez loin en fait. Donc ça, c'est un dispositif qui est assez étonnant. C'était samedi, on a procédé à une première mondiale, et je pense qui aurait pu se passer ici aussi à Avignon. C'est que on a fait pour la première fois une représentation théâtrale live avec une retransmission en VR. C'est-à-dire qu'en gros, on a capté une actrice avec un ensemble de dispositifs de caméra et volumétrique, qui est le procédé actuel qui est en train de s'imposer dans la VR. Donc elle était entièrement captée en volume et retranscrite dans une expérience avec un décor virtuel qu'on avait recréé, c'est-à-dire une mise en scène complètement nouvelle qu'on avait recréée virtuellement, et des spectateurs munis de casques suivaient de manière live cette représentation théâtrale de cette actrice qui était à quelques dizaines de mètres d'eux, mais qui n'était pas devant leurs yeux. Et pourtant, ils ont tous ressenti l'émotion de la performance live, parce qu'ils voyaient bien que c'était du live, c'était pas enregistré, ça se passait devant eux. Et pourtant, ils ont eu accès à une mise en scène qui était assez grandiose au final, alors qu'elle était dans une petite salle qui était absolument dépourvue de toute mise en scène. Donc c'est vrai qu'on arrive, donc c'était la première fois que c'était testé en tant que tel. On n'en a pas trop fait, parce que je vous avoue que j'étais pas hyper sûr que ça marche. Donc on n'a pas non plus érameuté, voilà. Mais les choses finalement se sont très bien déroulées, et c'est une expérience que, en tout cas, on a vocation à élargir, et qui donne beaucoup d'idées. L'idée étant pour nous de montrer que les choses sont possibles, et de pouvoir demain justement que les gens s'en emparent, que les artistes s'en emparent, et que les choses puissent se développer. Mais quand on disait tout à l'heure que l'expérience et du théâtre ne peut pas être industrialisée, peut-être qu'ici, il y a une voie pour industrialiser le théâtre. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je sais que le débat va être très long là-dessus, mais en tout cas, moi, ce qui me semble important, c'est la seule question qui vaille, c'est la question de l'émotion. Est-ce qu'on arrive à retranscrire l'émotion du live, de la performance à travers un dispositif comme cela? En tout cas, moi, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai ressenti et ce que les spectateurs ont ressenti, la réponse est oui. Maintenant, évidemment, il y a encore beaucoup de progrès à faire. On n'est qu'au tout début, mais voilà, il y a des choses qui se passent. Et peut-être pour ajouter un dernier mot, dans notre jury, on avait un jury qui était quand même très large, avec des acteurs, des producteurs, des gens de l'art. Et il y avait notamment James Tiret dans notre jury, voilà, qui, je pense, en termes de spectacle vivant, a quand même une expérience exceptionnelle. Eh bien, James, qui est arrivé en ne connaissant pas du tout la réalité virtuelle, et je dirais même avec une certaine réticence au départ, est reparti de là avec... voilà, il s'est dit, voilà, je pense qu'on peut exploiter ce médium pour créer des choses. Et voilà, nous, c'est une des choses qui nous intéresse et dans le festival, c'est comment faire venir des artistes et des auteurs et les faire réfléchir sur les possibilités qu'offre la réalité virtuelle.
Et en quelques mots, vous êtes au cœur d'un autre festival, donc le festival de la photographie d'Arles. Comment accueille le public ce festival parallèle sur la réalité virtuelle? Comment s'en est emparé le public? Alors, c'était une grande question quand on a créé le festival avec Sam Stourdze. Et Sam Stourdze est le directeur et des Rencontres d'Arles. Je lui ai proposé, je lui ai dit voilà, et les Rencontres d'Arles qui vont fêter l'année prochaine leur 50e édition n'ont jamais accueilli de vidéo ou tout à fait de manière marginale. Et je lui ai dit pourquoi tu n'accueillerais pas la forme la plus contemporaine et de l'image qui a été virtuelle dans le festival. Il m'a dit banco et faisons-le. Donc on est tout à fait intégré officiellement dans le festival et des rencontres. On est le petit festival dans le grand festival. Et je vous avoue que j'avais une certaine appréhension il y a 3 ans quand on l'a lancé sur la réaction et des publics, sur la manière dont parfois le public de la photographie, qui peut être assez traditionnel ou en tout cas une vision assez forte et du médium, puisse réagir. Et finalement, on a vraiment eu un accueil incroyable puisque les gens étaient à la fois subjugués par ce qu'ils voyaient. Alors, mais ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que maintenant, autant il y a 3 ans, je dirais qu'il y avait 99% des gens qui venaient qui n'avaient jamais fait d'expérience VR, donc on était plutôt dans une notion de fascination par rapport au médium. Aujourd'hui, on a un public qui a déjà fait des expériences de VR et qui devient exigeant sur les contenus. Et nous, les contenus qu'on propose ont tous une dimension artistique ou en tout cas un dispositif est spécifique ou de narration est très fort. Et c'est vrai que cette année, on a... je pense pour chaque expérience qu'on propose, il n'y a rien qui est gratuit. Je peux juste citer une fiction qu'on propose qui s'appelle The Dinner Party, qui raconte l'histoire vraie du premier couple américain à avoir fait état d'un enlèvement extraterrestre en 61 aux États-Unis, qui est incapable d'en parler. Du coup, ils font appel à un hypnotiseur pour libérer leurs paroles sur le sujet, qui enregistre une bande dans laquelle ils parlent de ça. Et le film commence au moment où ils invitent des amis à dîner pour écouter cette bande avec eux. Et la manière dont le réalisateur a envisagé les choses en mêlant de la captation réelle et de la 3D, de quelque chose de très féerique et qui nous amène et des sensations extrêmement fortes sur ce projet, je pense n'aurait pas été possible d'une autre manière. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment ces nouvelles formes d'utilisation. Il faut quand même comprendre que, par exemple, si on parle de cinéma, ça fait 100 ans qu'on fait du cinéma, qu'il y a des livres, qu'il y a des choses qui vous expliquent comment faire un film, les chants, les contre-chants. En VR, on est en train d'apprendre cette grammaire, on est en train de l'écrire, et on est vraiment dans cette écriture, des nouveaux procédés, ce qui marche pas. Et c'est vrai que souvent, ce qu'on peut imaginer et la réalité ne sont pas en fait. Parfois, tu dis je vais faire un plan comme ça va être incroyable, et puis finalement c'est nul. Et puis parfois, les choses se font, et puis les choses sont incroyables. Et on est vraiment aujourd'hui dans le moment où on répertorie ce qui marche pas, et cette écriture de la réalité virtuelle, artistique et créative. Merci Benoît. On va donc terminer avec Inde. Inde, vous êtes donc productrice, je vais y arriver, de spectacles chez Ubisoft. Donc Ubisoft qui diversifie ses activités en transposant un de ses jeux sur scène. Je crois que vous allez nous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Comment, quand on travaille pour un acteur dont la technologie fait partie de l'ADN et est au centre de son activité, comment on appréhende la transposition sur scène de jeux vidéo ? Alors c'est vrai que ça peut paraître étonnant, juste pour recontextualiser, parce que peut-être tout le monde ne connaît pas Ubisoft. En tout cas, on a 14 000 employés répartis dans 40 studios dans le monde, et du coup, en effet, on crée des expériences d'interaction qui sont connues avec certaines marques comme Just Dance, dont je vais parler, Assassin's Creed, qui sont à la base des jeux vidéo. Mais en fait, nous, à Ubisoft, on se considère non pas comme des créateurs de jeux vidéo, mais comme des créateurs de mondes. Des mondes riches, immersifs, variés, interactifs. Et en fait, notre but, au fur et à mesure du temps, c'est d'ouvrir le plus de portes possibles d'entrée dans ces mondes. Donc la porte d'entrée principale que tout le monde connaît, c'est les jeux vidéo. Mais on a commencé à ouvrir d'autres portes comme le cinéma, les séries télévisées, les attractions dans les parcs, la réalité virtuelle aussi en attraction, les livres, etc. Et en fait, le live
live nous a paru une nouvelle porte naturelle à ouvrir, étant donné qu'on pense qu'il y a des points communs entre nos manières de faire. On est des créateurs d'expériences immersives, interactive, et je pense que tous les gens ici aussi qui sont impliqués dans le live ont tous à cœur, comme nous, de délivrer des expériences mémorables, originales pour les gens, qui puissent garder dans leurs souvenirs, comme un live de Daft Punk ou ce type d'expérience. Et donc c'est pour ça que ça nous a semblé très naturel, en tout cas, d'étudier la manière de transposer l'univers, par exemple, d'un jeu comme Just Dance en une expérience live interactive, sachant qu'à la base, ce qui est vraiment fantastique avec Just Dance, c'est qu'on est une communauté de fans vraiment hyper engagés, qui créent énormément de vidéos, mais qui créent aussi des flash mobs tous les week-ends. On a une communauté de fans à Paris qui fait des flash mobs tous les week-ends à Paris. Et donc, on voyait que les gens commençaient déjà à utiliser Just Dance non plus comme un jeu, mais comme une manière de vivre et de s'exprimer, sachant qu'en fait, la force, en tout cas, de Just Dance, c'est d'utiliser la danse comme un langage universel qui réunit toutes les générations et qui permet à chacun de révéler le danseur caché en chacun d'entre nous. Et pour vous parler de Just Dance Live, juste avant de vous montrer la vidéo, la manière dont on a procédé, on parle de co-création, nous on était complètement dans cette démarche-là. On sortait de notre zone de confort en allant dans le live, et donc on a procédé, je pense comme un producteur, comme Clotaire. J'ai cherché des créatifs, donc j'ai travaillé avec un metteur en scène qui s'appelle Kim Gavin, qui est à Londres et qui est dans l'univers de la pop. Il est metteur en scène de tous les concerts de Texas, mais il a aussi travaillé sur les cérémonies de clôture des Jeux de Londres en 2012, donc il a l'habitude de dimensionner des spectacles de tailles différentes et il connaît très bien l'univers de la danse. Et on a travaillé aussi avec un studio de scénographie que peut-être Clotaire connaît, qui s'appelle Stewfish et qui design un certain nombre de scénographies, notamment la toute dernière intervention de Beyoncé à Coachella, Lady Gaga, Madonna, mais travaille aussi avec le Cirque du Soleil. Donc c'était intéressant de travailler avec ces experts vraiment du live entertainment qui ont pignon sur eux et de voir comment eux allaient s'approprier l'univers de Just Dance et le traduire en une expérience live. Donc notre parti pris, c'était vraiment ne pas imposer notre vision de jeu vidéo, mais au contraire d'embrasser le nouveau média du live entertainment tout en respectant l'ADN de la marque et en gardant en tête qu'on voulait créer une expérience live, interactive absolument et immersive. Voilà, donc ça c'était le brief de départ. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est une vidéo qui résume un petit peu le résultat de ce qu'on a fait. Il faut savoir qu'on a fait un premier test en 2016 à Paris, où on avait réuni quelques centaines de fans de Just Dance dans un hangar dans le 93 à Paris. Et on leur a fait vivre l'expérience étape par étape. Laurent parlait de rituels. Nous aussi, on a mis en place un certain nombre de rituels dans cette expérience. Du moment où on entre, on est plongé dans l'univers, et je vais vous en parler. Et lors de ce test, on a justement essayé d'intégrer la technologie dans l'interaction avec l'application Just Dance Now, qui permet de danser avec son téléphone. Et typiquement, à la fin du test, on s'est rendu compte que ça coupait l'immersion et qu'en allumant son téléphone, en téléchargeant l'application et en communiquant avec le maître de cérémonie sur scène, on cassait l'immersion et on revenait à quelque chose d'un peu plus trivial. Et donc on s'est dit qu'on allait garder ça pour des animations qu'on fait en salon, pour des salons consommateurs, etc. Mais qu'on allait, nous, se concentrer uniquement sur l'immersion délivrée par le live. Parce que déjà, rien que de voir les danseurs qui sortent de l'écran, qui sont sur scène avec les costumes et qui représentent les chorégraphies, déjà rien que pour les fans, c'était assez fabuleux. Donc c'est rigolo. Donc on a fait le test inverse. Donc nous, on embrasse complètement les codes du live à fond. Et alors là, je vous le montre. Enfin, je sais pas comment ça marche niveau visionnage. Ouais. Super. Je lance la vidéo, mais qui va la voir à part moi? Parce que moi, donc je vois ma propre vidéo. Oui, c'est pour moi. Essayez de mettre l'ordinateur le plus visible possible pour nous, ou alors on peut se le faire passer. Ouais. Et pardon, je suis désolée, je vous coupe. Je suis pas très partageuse, c'est sympa. Et donc, on a fait un pilote aux États-Unis au mois de mars, où on est allé dans 4 villes, Miami, Chicago, Houston, Los Angeles. Et là, ce que vous voyez, c'est cette fameuse première partie qui s'appelle la Get Ready for It Zone, dans laquelle les gens rentrent, rencontrent les personnages, se prennent en photo, se font maquiller, s'entraînent, rencontrent d'autres membres de la communauté Just Dance et se préparent pour l'expérience qui va suivre, qui est le show. Donc ça, c'est ce qu'on appelle vraiment le pré-show et qui est ce moment où on oublie qu'on est Jean-Jacques et on devient un panda fou, par exemple. Et ensuite, comme on dit, là, c'est
c'était Showtime. Et donc là, les gens rentraient dans la salle principale. On avait installé 4 scènes qui entouraient le public. Le public était au centre, sur la zone de le floor, pardon, la fosse. Et tout autour d'eux, une quinzaine de danseurs avec les costumes de Just Dance faisaient les mouvements et les chorégraphies du jeu de Just Dance et interagissaient avec le public tout au long du spectacle. Et évidemment, les gens étaient invités à danser et à suivre les mouvements. Et comme vous voyez, il y avait vraiment toutes les générations, hein, du tout petit au beaucoup plus vieux. Et voilà, ce qui était assez fabuleux, c'était de voir les gens courir d'une scène à l'autre, parce qu'évidemment, nous, à chaque fois, on les surprenait en faisant venir l'action de la scène A à la scène B, le podium A, le podium B. Et au cours de l'expérience live, outre le spectacle, on a eu des petits moments de compétition. Faut pas oublier qu'on vient d'un jeu vidéo quand même, mais c'était à nouveau en utilisant les codes du spectacle. Donc par exemple, on avait mis des tampons sur les poignets de tous les gens qui rentraient à l'intérieur du spectacle. On était soit dans l'équipe panda, l'équipe renard, l'équipe caribou ou l'équipe chihuahua. Et en fonction de l'équipe dont on faisait partie, on avait des actions à faire et des points à gagner, mais de manière vraiment très très soft. Et donc par exemple, il y avait un moment assez fabuleux où on lançait des ballons de plage dans la salle et les gens qui attrapaient le plus de ballons de l'équipe chihuahua ou renard gagnaient. Donc là, moi, j'ai vu des pères mais se battre pour attraper les ballons pour leurs enfants. Où on avait des moments de karaoké aussi, où les gens devaient chanter sur une chanson, ou des moments où on avait des coachs sur scène qui montraient des mouvements de chorégraphie et les groupes devaient suivre les mouvements de chorégraphie et gagner. Et donc c'était un moment de communion vraiment génial où on a vu les gens en sortant de salle hyper heureux. Moi, j'étais ravie de voir des parents s'éclater avec leurs enfants et de trouver un moyen de partager quelque chose de fort ensemble, d'être actifs ensemble, hein, de danser et de partager ce moment assez unique où les liens se créent et vont pouvoir aussi rester dans la mémoire et se souvenir. Tu te souviens quand papa a fait la danse du homard ce soir-là, donc voilà, c'était assez fabuleux. Et les retours, en tout cas, qu'on a eu de la part des gens qui sont venus à cette expérience, à ce prototype, en tout cas, qu'on a fait aux États-Unis, nous ont vraiment encouragés à poursuivre en tout cas cette voie parce que c'était vraiment fabuleux et je suis désolée, je vais dire quelque chose, mais j'adore cette phrase de P.T. Barnum, mais pour moi, et selon lui, donc je vais complètement d'accord avec lui, mais l'art le plus noble est celui de rendre les gens heureux. Et là, c'était juste fabuleux, fabuleux de voir comment, en faisant sortir les gens de leur salon qui ont l'habitude de jouer devant l'écran, ou même les gens qui ne connaissent pas, et en les réunissant et en leur faisant vivre une expérience complètement immersive, physique, viscérale, on les rendait mais heureux, avec un sourire jusqu'aux oreilles comme ça en sortant. C'était incroyable, incroyable. Et quelles ont été vos sources d'inspiration pour l'écriture du spectacle? Est-ce que vous êtes parti de l'utilisation du jeu vidéo antérieur, des expériences utilisateurs? Est-ce que ça a inspiré l'écriture de ce qui a été fait sur scène ou oui. Alors, il y a plusieurs sources d'inspiration. Alors, évidemment, au début, ce qu'on a regardé avec l'équipe de la marque Just Dance, c'est quels sont les piliers de la marque Just Dance et qu'est-ce que les gens aiment chez Just Dance pour qu'on ne trahisse absolument pas l'expérience. Donc, notamment le côté convivial, tous ensemble, pas de jugement. En fait, c'est un jeu, donc oui, on peut scorer, marquer des points, mais en vrai, les gens s'en fichent de savoir si c'est les meilleurs danseurs. Tout ce qui compte, c'est d'utiliser Just Dance comme un outil de désinhibition. Vous pouvez l'utiliser un soir dans votre société, vous verrez, ça crée des liens. Donc, il y avait cette première inspiration. Et ensuite, chez Ubisoft, vu qu'on vient d'une industrie créative et aussi technologique, on a toujours à cœur, nous, d'être à la pointe. Et donc, quand je me suis lancée dans le live, on m'a dit il faut que tu sois à la pointe aussi dans cet univers-là. Et donc, moi, je regarde beaucoup tout ce qui se passe. Une chose qui m'intéresse beaucoup, c'est comment des marques qui viennent d'un autre média viennent dans le live. Donc, j'ai regardé comment les gens du cinéma arrivaient sur Broadway, comment les gens des jeux comme Hasbro aussi annoncent des partenariats, par exemple avec Araka, en annonçant une comédie musicale Monopoly, Fast and Furious Live aussi d'Universal. Je regarde comment Harry Potter, qui à la base est un livre, est devenu une pièce de théâtre fabuleuse, mais vraiment fabuleuse, à Londres, qui cartonne, et à New York. Et quand on voit cette pièce, on a l'impression qu'Harry Potter a été créé pour le théâtre. C'est ça qui est vraiment, vraiment magique. Donc je regarde comment ces marques-là arrivent dans le média live. Je regarde aussi toutes les expériences live interactives nouvelles. Donc j'ai regardé j'ai vécu des expériences comme Sleep No More à New York, comme Cabaret aussi à Londres, hein, qui est aussi créé par les mêmes créateurs Punch Drunk. Ça par exemple c'est assez intéressant. Cabaret, en fait on est soi-disant en train de faire une visite guidée dans Londres avec des écouteurs, un téléphone portable, et puis au bout d'un moment de la visite guidée,
quelqu'un vienne vers nous remettre un message et l'expérience commence. Et là, on est à 2 dans cette expérience et on a des instructions à suivre, des coups de fil à passer. Et il y a des moments où on est dans le monde de Londres et on se demande si les gens sont des acteurs ou des vraies personnes. Et il y a des fois, des acteurs viennent nous interpeller, donc c'est hyper perturbant. Et moi, je me suis retrouvée avec mon amie. À un moment donné, on était complètement séparés. On a dû aller dans un hôtel, elle est rentrée dans une chambre, j'avais pas le droit. Je suis allée la rejoindre dans la chambre, elle n'était plus là. Et j'ai dû prendre un métro pour aller la sauver dans un hangar. Enfin, c'était dingue. Et c'était complètement perturbant. Et c'était du vrai théâtre immersif mélangé au contexte réel. Et ça, c'était assez incroyable. Et à Paris aussi, en ce moment, il y a une expérience qui est super, que je vous recommande si vous ne l'avez pas faite, qui s'appelle The Life Thriller. C'est 3 passionnés qui ont créé ensemble cette expérience pendant 3 ans. Et c'est à peu près le même type d'idée. On est une équipe de 6 personnes. On doit mener une enquête grandeur nature dans les rues du 18e arrondissement. On a des talkie-walkie, on a des téléphones, on a des lampes torches. On doit faire des filatures dans les rues. On doit aller dans des lieux, trouver des traces de crimes, faire des interrogatoires. Et donc c'est un vrai mélange entre le théâtre immersif, presque l'escape game, l'enquête. C'est assez incroyable. Donc oui, j'adore regarder toutes ces expériences. Secret Cinema aussi, qui est incroyable et qui a été une grande source d'inspiration pour Just Dance Live. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros, le concept de Secret Cinema, qui est créé par un Français, donc je suis très fière, qui existe à Londres depuis quelques années, c'est de revaloriser le cinéma en créant toute une expérience live autour. Donc moi j'ai testé par exemple Dirty Dancing il y a 2 ans. En tant que fan, c'était assez chouette. Donc on achète son billet à l'avance. Toute la communication en amont, en ligne, est complètement contextualisée. Donc on reçoit un email de la pension des Kellerman avec un vocable des années 60. On est invité à venir costumer. Donc moi j'étais vraiment habillée comme dans les années 60. Le lieu est tenu secret jusqu'à un certain moment. Ensuite on arrive dans un grand parc à Londres où ils ont vraiment recréé le décor du film. Et on peut prendre des cours de cha-cha-cha, faire du beach volley, voir bébé passer à certains moments. Et à la fin de la journée, le film est projeté. Et là, on était 5000 pendant la projection du film à ciel ouvert. Et pendant la projection du film, ils rejouent aussi des scènes en live. Et donc, par exemple, l'arrivée de la voiture avec bébé, elle est là en live. Le porté, évidemment, il est live. Et donc, on a le droit d'aller danser ensuite avec bébé et Johnny. Enfin, voilà, c'est ce genre d'expérience incroyable qui m'inspire en tout cas et qui montre à quel point il y a des nouvelles écritures possibles dans le live qui permettent d'appuyer sur l'interaction, de donner de la liberté aux gens, parce que j'ai l'impression vraiment que les gens sont dans une recherche de contact plus physique, plus viscéral et d'avoir le choix aussi au cours de leur expérience live de ce qu'ils ont envie de vivre. Et donc c'est hyper inspirant, hyper inspirant. Merci beaucoup Ine pour ce partage d'expérience. Alors pour conclure ces échanges, nous avons le plaisir d'accueillir Laurence Leny. Laurence Leny, vous êtes directrice écosystème des industries créatives chez Orange. Alors quel est votre regard sur tout ce qui vient d'être dit, vous qui côtoyez des startups au quotidien, des industries créatives? Oui, alors c'est très intéressant, assez diverses en fait, mais finalement très complémentaires. J'ai trouvé en fait finalement, alors le mot il est venu un petit peu tardivement dans l'échange en fait, c'est le mot émotion finalement qui a été exacerbé en fait en fin de mais finalement on sent vraiment que aujourd'hui en fait les technologies, c'est ce qu'on a dit, elles existent et pour certaines elles existent depuis longtemps. Les artistes finalement ont toujours utilisé les technologies en fait, donc il n'y a finalement rien de nouveau là-dessus, et même certains qui peuvent être en effet on va dire frileux quant à l'utilisation de la technologie comme la VR en fait, parce que ça peut effrayer finalement quand ils font l'expérience ils y vont, et je trouve que le fait que Laurent, qui est un artiste, en fait, nous explique. Alors moi, j'ai eu l'occasion justement de faire la bande-annonce, l'expérience de la bande-annonce, et en effet, ça crée de l'émotion. Moi, j'ai été mal à l'aise, en fait. Donc là, tout à l'heure, je vais faire l'expérience. Et c'est vrai que c'est assez nouveau. Donc, je trouve vraiment l'émotion. Ce qui m'a aussi interpellée, mais en fait, que je trouve génial. D'abord, c'est que le Prodis,
qui est quand même un organisme, enfin de producteurs en fait de spectacles vivants, plutôt en fait dans la musique. Finalement, autour de la table, en fait, aujourd'hui, il y a vraiment des gens de tous les domaines. Et ça, je trouve que, alors pour moi, venant de la musique, en fait, avant d'être chez Orange, en fait, j'étais dans l'industrie musicale et donc je connais bien, voilà, des secteurs en fait de la culture très cloisonnés. En fait, aujourd'hui, il y a décloisonnement total. En fait, voilà, le jeu vidéo qui en fait s'inspire des codes du spectacle vivant. Et finalement, le spectacle vivant, en fait, qui utilise aussi, des codes, ou en tous les cas qui décode, en fait, les technologies. Donc ça, c'est hyper intéressant. Il y a un décloisonnement total. Les artistes aujourd'hui, dans les jeunes générations aussi, plus finalement, eux, ils n'ont pas cette problématique de je fais de la musique, je fais du cinéma ou je fais du spectacle vivant. Finalement, ils font tout. En fait, c'est beaucoup de collectifs et on voit bien en fait, voilà, c'est cette volonté de coproduire, co-créer en fait ensemble. Et donc, il y a aussi aujourd'hui avec le programme Start de Pascal Kayser. Moi, je suis membre du jury du coup de Vertigo, donc je connais bien. Où en fait, les entreprises qui développent des technologies en fait aujourd'hui, finalement, vont chercher des artistes pour, on va dire, innover, mettre, finalement, je pense, c'est ça, mettre de l'émotion, mettre, en fait, un peu plus de créativité dans leur processus d'innovation. Et donc, ça, c'est hyper intéressant. Après, bon, il y a le sujet du modèle économique. Bon, moi, travaillant en fait donc chez Orange, mais dans la partie contenu, direction des contenus, qui est vraiment la distribution de services de contenu. Donc, je me suis occupée beaucoup pendant des années de la distribution de musique et notamment du partenariat avec Deezer. Donc, voilà, je sais très bien que le sujet du modèle économique en fait est aussi très important en fait dans le domaine de la culture et de plus en plus important. Et on voit bien aussi à travers vos témoignages que les producteurs aussi prennent des risques et en utilisant des technologies. On parlait tout à l'heure du concert de Daft Punk, mais là du coup je vais faire ma doyenne, on va dire. C'est que Jean-Michel Jarre en fait a lui aussi fait des concerts incroyable en utilisant la technologie. Après, voilà, il faut. Ce sont en général des artistes. Jusqu'à présent, c'était des artistes en fait qui avaient une forte notoriété, qui pouvaient rassembler un grand public. Mais aujourd'hui, on voit bien des artistes moindres. Et d'ailleurs, je pense que c'est plutôt avec la culture, les rappeurs en fait, qui ont eux tout de suite en fait compris que finalement, le live était très important pour eux, pour le développement de leur carrière. Et l'image était très important. Moi, je me rappelle quand je dirigeais Epic, on a signé NTM. Et en fait, on prenait Mondino, on prenait Seb Janiak, enfin des artistes. Donc, c'était vraiment très important. En fait, le visuel l'image était très important, donc la technologie. Donc voilà. Donc décloisonnement. On voit aussi l'international est très important. L'utilisation justement d'Instagram comme finalement source d'inspiration, en fait. Donc ça, c'est aussi nouveau. Et donc la capacité aussi, du coup, à des acteurs avec un grand A de la culture française, des artistes, de pouvoir s'exporter. Voilà. Aujourd'hui, c'est encore de mon point de vue, très cloisonné, on va dire, entre la musique, le cinéma, le jeu vidéo, parce que ce sont des secteurs très cloisonnés. Et finalement, je pense que la réussite de l'exportation, on va dire, de la culture française dans ce qu'il y a de mieux, passera justement par le décloisonnement, par aussi l'implication d'entreprises. On voit que de plus en plus d'entreprises aussi, dans ce que je disais, dans leur processus d'innovation, souhaitent avoir des sources d'inspiration et des contributions et de la co-innovation avec des artistes. Donc voilà, en dehors, on va dire, du mécénat,
parce qu'évidemment, toutes les fondations aujourd'hui travaillent dans différents champs esthétiques de la culture. Mais bon, on voit bien qu'aujourd'hui, voilà. Après, il y a tout ce qui est finalement. Donc, je voulais parler aussi de la nouvelle génération, en fait. Bon, je ne retrouve plus mes notes, j'ai dû oublier des choses. La nouvelle génération, alors c'est dommage, Eric Mine n'a pas pu venir, voilà, mais qui était un danseur en fait à l'École nationale de Marseille et qui a créé une compagnie qui s'appelle Shonen. Et lui, en fait, il travaille avec les robots et des enfants. Donc moi, je trouve aussi, ce que je trouve intéressant, c'est dans ce décloisonnement, finalement, la culture va vers l'éducation aussi. C'est vous qui parliez aussi de projets éducatifs, de formation. Voilà, donc je trouve vraiment ce qui est hyper intéressant. Et on revient aux fondamentaux. Moi qui ai travaillé beaucoup, du coup, sur la partie usage, technologie, développement des produits et des services, on revient maintenant, on l'a pas quitté, mais finalement, le cœur du sujet, c'est le contenu. Bon, on n'aime pas trop quelquefois ce terme, mais finalement, c'est l'histoire qu'on va raconter, l'expérience en fait qu'on va faire, qu'on va créer. Donc, c'était intéressant ce que vous disiez justement, votre expérience à vous là-dessus. Et je vois, moi, j'ai vraiment fait une expérience d'un clip vidéo. En fait, c'était à Slush. Qui est un gros salon, un important salon en fait de l'innovation en Finlande, à Helsinki, et c'était un clip vidéo en fait de rappeurs que je ne connaissais pas du tout, qui chantaient en anglais quand même, mais bon, je connaissais pas du tout. En fait, ce clip a été réalisé par en fait des gens qui venaient du jeu vidéo, et là en fait j'ai eu une expérience incroyable et j'ai compris en fait ce que la réalité virtuelle pouvait apporter à un fan de musique, d'artistes en fait. Voilà. J'ai travaillé en fait et en faisant votre expérience aussi, c'était très très intéressant. Donc je pense qu'il y a vraiment ce décloisonnement. Le marché est assez mature et on voit bien cette table ronde aujourd'hui montre bien cette expérience. Je voulais juste dire aussi que nous justement l'écriture est très importante. On a créé en fait pour Orange. Alors nous on est moins dans le spectacle vivant en fait, mais on est beaucoup dans le cinéma avec OCS et Orange Studio et du coup on a créé 2 bourses en fait d'aide à l'écriture, une sur la VR en fait qui s'appelle Orange VR, la bourse Orange VR avec la SACD, la Fondation Beaumarchais, et aussi une sur les nouvelles écritures pour OCS. Voilà. Donc on remet des prix en fait d'aide à l'écriture sur des pilotes, donc on est plus axé sur le cinéma. Voilà. Merci beaucoup Laurence pour ce regard, pour cette conclusion. Merci à tous pour votre participation à cet échange. Je vous souhaite un excellent festival. Nous retrouvons le Prodis demain soir pour la soirée La Générale qui rend hommage au spectacle vivant avec d'autres partenaires. On sera en direct à partir de 19h, donc demain 11 juillet. Je vous souhaite une excellente journée à tous et un excellent festival. Au revoir.